Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, fin à Conakry des états généraux de la sécurité routière. Pendant 5 jours, les acteurs de la route ont amplifié tous les contours liés à l'amélioration de la fluidité dans la circulation. Et puis 130 tonnes de poissons pour approvisionner le marché local. Le débarquement et la livraison marieuse se sont déroulés ce vendredi sous la supervision du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Sport au foot avec la fin du tournoi de Dinguiraï, un trophée dédié au chef de l'État pour toutes les actions menées dans la ville sainte. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Les états généraux de la circulation routière. Les travaux ont pris fin ce vendredi. Ils devraient aboutir à des propositions concrètes pour faire face à la problématique de la circulation routière. Tous les acteurs impliqués dans la régulation de la circulation ont pris part à ces assises. Seul le Premier ministre qui a présidé la cérémonie de clôture. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele Keita. Circulation routière, véritable goulot d'étranglement en Guinée. Partout, on constate des embouteillages ou des bouchons créés par certains chauffeurs. Et de l'autre côté, on enregistre des accidents de la circulation qui endeuillent les nombreuses familles. Face donc à cette triste situation, les spécialistes en la matière viennent de poser le vrai diagnostic en vue de trouver la solution à cette problématique. En matière de gouvernance de la sécurité routière, faire la liste des textes à réviser, contrôler l'application de la réglementation en matière du code de la route par l'inspection générale de la police, assurer la cohérence entre tous les enregistrements et titres progressivement mis en place par un système informatisé unique centralisé et la sécurisation des documents. Déjà, le chemin est balisé par les états généraux de la sécurité routière et les responsables à tous les niveaux soutiennent l'initiative et comptent renforcer la motivation, la formation et l'équipement des agents de la police et de la gendarmerie routière. Les résultats auxquels vous avez abouti n'ont occulté aucun aspect et ceci nous interpelle tous à apporter une réponse globale à la problématique de la sécurité routière. Par conséquent, l'implication de tous les acteurs est vivement recommandée, notamment les pouvoirs publics, la société civile, les organisations socio-professionnelles, syndicats et unions, les collectivités locales, les ONG, sans oublier les médias et les religieux, pour le bien-être des usagers de nos routes. Comme la préservation des vies humaines, des infrastructures et des engins est une affaire de tous, le Premier ministre Mamadi Yula a réitéré la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour gagner ce pari. Tout en nous réjouissant de la tenue et surtout des conclusions et propositions de ces états généraux, je voudrais ici réitérer l'engagement et la détermination du gouvernement de faire en sorte que les résultats de ces assises soient traduits en actes tangibles et décisions concrètes. Je vous assure donc de la volonté du gouvernement d'examiner avec attention l'ensemble des mesures qui ont été proposées en vue d'initier et mettre en œuvre les réformes qui s'imposent ou de renforcer et pérenniser celles déjà en vigueur. Je puis vous assurer que le gouvernement veillera à la poursuite des réflexions pour que les réformes qui sont ici proposées dans l'esprit de ces états généraux soient maintenues et développées. Durant les travaux de 4 jours, des stratégies et plans d'action ont été mis en place pour une gestion efficace et efficiente du patrimoine routier guinéen, assorti d'un nouveau code de la route et d'un nouvel observatoire de la sécurité routière. Le projet Grand Conakry 2040 des ministres réfléchissent à de nouveaux mécanismes d'intégration de tous les projets dans le schéma directeur et la mise en place des mécanismes d'un comité technique s'impose. Les travaux permettront d'harmoniser les points de vue de tous les acteurs. Saint-Martin Fancinadouno. Le projet Grand Conakry 2040 est une initiative présidentielle. Après la présentation de son schéma directeur par le cabinet Sourbana,
et l'Agence de promotion des investissements privés, quelques membres du gouvernement s'y retrouvent. Ils réfléchissent à de nouvelles approches d'intégration des projets sectoriels déjà enclenchés dans la mise en œuvre de ce schéma global. Il s'agit des chantiers d'industrialisation, de construction, d'aménagement urbain, de routes, d'eau, des postes de télécommunications, des transports, de sécurité, d'énergie ainsi que des questions environnementales. Tous les ministères associés travailleront sous la direction du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Au niveau de la ville, des actions ont été menées de façon individuelle, pour ne pas dire de façon séparée. Quand une route est faite aujourd'hui, c'est après la confection que la route soit faite qu'on vient tracer ou on vient creuser pour faire passer des tuyaux d'adduction d'eau, qu'on vient creuser pour faire passer des câbles électriques ou alors qu'on vient creuser pour les câbles téléphoniques. Je pense que cette situation est une situation qui naturellement a détérioré notre voie. Ça fait qu'aujourd'hui des routes qui sont construites pour 20 ans ne tiennent que 2 ans. Tout simplement parce que la route a été agressée par nous-mêmes, l'autorité, parce que nous travaillons de manière à ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de cohérence. Le président de la République a souhaité que ceci disparaisse. Dans la vision qu'on a écrite 2040, il faudrait faire des travaux durables. Et pour faire des travaux durables, il faut travailler de manière à ce qu'il y ait une cohérence dans les différentes activités. Nous avons un schéma directeur de la ville de Conakry qui est en cours de réalisation. Nous avons un plan d'aménagement de Kaloum, Vision 2040, que le président de la République vient de mettre en valeur il n'y a pas longtemps. Nous avons des programmes sectoriels comme le programme de construction du métrobus depuis Kagbelin jusqu'à Conakry. Et vous savez que ce projet doit être réalisé sur l'axe de l'autoroute puisque c'est l'espace le plus approprié. Donc cela va amener des dégagements d'équipements déjà existants, de l'agrandissement de l'autoroute. Et ces aspects de ces projets ne sont pas pris dans l'aménagement et le plan directeur de la ville de Conakry. Donc vous savez, il y a un problème majeur pour que nous puissions nous retrouver, rendre cohérent l'ensemble des projets les uns les autres pour que le schéma directeur qui va être finalisé puisse prendre en compte l'ensemble de ces projets. Ce sont des efforts qui contribuent à améliorer le travail de l'APIP et de son partenaire, même si le schéma directeur de Grand Conakry 2040 prend en compte des aspects de mobilité, d'infrastructure, de sécurité et d'assainissement. En fait, c'est un projet intégré qui regarde non seulement ce qu'on doit être fait dans l'énergie, avec l'eau, les TIC, la mobilité, l'assainissement, l'environnement. Donc tous ces aspects-là ont été étudiés. Maintenant, il faudrait que chacun des départements se l'approprie et puis fasse des remarques pour qu'on puisse finaliser le projet. Une semaine est accordée aux différents ministères pour la désignation de leurs représentants qui constitueront désormais le dit comité technique. Ces membres devront centraliser les différentes propositions d'intégration de tous les projets publics en cours de réalisation. Deuxième journée des travaux du Forum international sur les finances publiques. Ils s'inscrivent dans le cadre des réformes de la gouvernance économique et financière engagées par l'État depuis 2011. La rencontre porte sur la transparence dans la gestion de la chose publique. Il est également une question de réfléchir à une politique budgétaire en Guinée. Thierno Ousmane Diallo. La première édition du Forum international sur les finances publiques était essentiellement axée sur la mobilisation des ressources. En portant les réflexions de cette deuxième édition sur l'efficacité des politiques publiques et la transparence budgétaire, les autorités déclinent les progrès accomplis dans les finances publiques et donnent l'occasion aux nombreux participants d'apporter directement des critiques constructives pour l'essor économique de la Guinée. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de plébiscites de la Guinée. Nous avons fait des progrès dans le doing business. Nous avons fait des progrès également au niveau des finances publiques. Nos indicateurs macroéconomiques et notamment les indicateurs liés aux finances publiques se sont améliorés. Donc je crois que la gouvernance s'est améliorée. Mais bien sûr, comme vous l'avez entendu, nous avons encore beaucoup de défis à relever. Donc il faut continuer à travailler. De grands noms du monde économique comme Carlos Lopez, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, Patrick Petit du FMI ou encore Paulo Gomez, ancien administrateur de la Banque mondiale, prennent part à l'événement. Un rendez-vous d'idées qui permet de dégager des pistes de solutions pour booster l'économie nationale. Le gouvernement de la République de Guinée a fait d'énormes progrès dans les finances publiques.
mais nous avons encore beaucoup de défis dans le domaine des statistiques. J'en ai élaboré un peu dans ma présentation. Nous avons besoin dans chaque pays africain d'avoir des comptes à jour. La Guinée vient de rattraper son retard dans ce domaine. Je m'en félicite. Entrepreneurs, banquiers, experts et ministres vont se succéder pour aborder des questions comme la décentralisation budgétaire, les politiques publiques et la lutte contre la pauvreté. Les préoccupations de la sous-région et du continent telles que la monnaie unique de la CEDEAO et la dette sont aussi débattues. Dans quelques jours, doit se tenir à Paris la réunion du groupe consultatif qui regroupe environ 300 personnes en ligne de mire, lever des fonds pour financer plus de 50 projets structurants du programme national d'investissement. Pour débattre du sujet, je reçois sur ce plateau la ministre du Plan et de la Coopération internationale, Hadja Mamakani Diallo. Bonsoir madame. Bonsoir. Tout d'abord, la première question, comment ce rassemblement consultatif est-il mis en place? En fait, c'est la finalité de la planification qui a été initiée depuis le début de l'année et qui a consisté à l'élaboration d'un plan national de développement économique et social. Et donc, ce n'est que l'aboutissement de l'étape suivante de mobilisation de ressources pour financer le plan. Mais avant de parler du groupe consultatif, je voudrais d'abord rappeler le processus qui a été mis en place, qui a consisté à renouer avec la planification en Guinée. Cela s'est traduit par d'abord une analyse de la situation de base pour un peu faire le constat de ce qui a été fait à ce jour, quelle est l'expérience qu'on tire des plans de développement antérieurs et quelles sont les ambitions que nous visons. Et l'étape de planification a commencé par l'élaboration d'une vision, la Vision Guinée 2040, qui donne un peu le schéma des ambitions de notre pays à travers la déclaration de politique de Monsieur le Premier ministre et surtout à travers la vision du président de la République qui veut faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2040. Donc l'élaboration de cette vision a été succédée par l'élaboration du plan. Et cela a consisté d'abord à faire un échange sur le processus au départ avec les partenaires et les autres départements, c'est-à-dire que c'est un plan qui a été élaboré par le gouvernement, par l'ensemble des secteurs du gouvernement, les départements ministériels, sur la coordination du ministère du plan. Et cela a été fait grâce à la participation aussi des partenaires qui nous ont accompagnés dans tout le processus. Donc c'est un plan qui a été élaboré sur une base participative, ce qui est une grande première en Guinée parce qu'il y a eu même la participation de la société civile au cours de l'élaboration. Mais quand on fait un plan, c'est pour définir des objectifs bien précis et pour atteindre ces objectifs-là, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut mettre en place. Il faut élaborer un programme d'investissement qui est adossé au plan et surtout il faut mobiliser des ressources pour financer ce plan-là. Justement, madame, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous citer certains secteurs concernés par ces différents projets? Le programme national d'investissement est adossé aux 4 piliers du PNDS. Les 4 piliers, c'est la gouvernance économique. Le deuxième pilier, c'est la croissance économique. Le troisième, c'est le développement du capital humain. Et le troisième pilier, c'est le développement du capital naturel. Donc, si vous voyez ces 4 piliers-là, c'est l'ensemble des secteurs de l'économie. Il ne s'agit pas de se focaliser sur un seul secteur, mais de faire une analyse pour savoir quels sont les préalables qu'il faut mettre en place pour justement générer la croissance. Et cela a consisté à
préalablement définir les conditions de la gouvernance. Comme vous le savez, dans notre pays, pendant longtemps, on a souffert des problèmes de la gouvernance. Et donc, adresser ce problème-là, ça consiste à résoudre une bonne partie des problèmes qui empêchent la croissance. Donc, dans l'objectif de la croissance, il y a bien sûr la priorité sur le secteur agricole parce que nous avons le potentiel et parce que c'est un secteur moteur de croissance, mais aussi il y a le secteur minier. Nous savons que nous sommes riches en ressources naturelles, mais l'utilisation du secteur minier devrait être une génération de ressources pour financer les projets importants. Donc il faut aussi assainir le secteur, améliorer la gouvernance du secteur pour générer suffisamment de ressources pour financer les projets d'infrastructure. Et il y a aussi l'environnement. Qui dit investissement important dans le secteur minier dit nécessité de protection de l'environnement. Et aussi, nous voulons que l'environnement soit plutôt un moteur de croissance qu'un secteur marginal. Et donc, pour terminer, madame, parce que le temps est un peu imparti, quelles sont les attentes du gouvernement par rapport à ce groupe consultatif qui se tiendra à Paris les 16 et 17 novembre 2017? Le groupe consultatif, c'est un forum, c'est une opportunité pour la Guinée pour rencontrer ses partenaires, pour échanger sur la vision que nous avons, que le gouvernement a de l'avenir de notre pays, mais aussi c'est surtout avoir des partenariats stratégiques avec ces partenaires qui nous accompagnent depuis un certain temps, mais aussi pour la mobilisation de ressources pour financer les projets structurants que nous avons définis dans le cadre du programme national d'investissement. Ces projets structurants, nous avons identifié à peu près 52 projets qu'on appelle projets phares, qui sont, nous pensons, des projets importants qui peuvent impulser une croissance, et notre ambition, c'est d'atteindre une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020. Ce qui est tout à fait possible parce qu'à ce jour, on a un taux de croissance à 6,6%. Merci madame d'être venue sur ce plateau. Merci. Dans l'actualité également, les femmes du Parlement poursuivent leur caravane d'information et de lobbying. Elles comptent mobiliser plus de femmes dans les instances de prise de décision. Pour celles-ci, les élections communales constituent un tournant décisif. Abdoulaye Nigélande Diallo. Après les 5 communes de la capitale et le gouvernorat de Conakry, les femmes parlementaires posent leurs valises chez la première dame de la République. Il s'agit pour ces Guinéennes de toucher tous les acteurs de la vie nationale en vue d'avoir le maximum d'adhérents à leur cause. Cela pour prendre en compte la question du genre dans les instances de prise de décision en Guinée. Vous êtes sur la bonne voie. Il faut continuer ce combat. La parité, les Nations Unies parlent de 30%. Déjà faisons en sorte qu'on atteigne ces 30% pour qu'enfin, d'ici quelques temps, atteindre la parité absolue. Comment on peut arriver à la parité? C'est d'abord d'envoyer nos filles à l'école. Il faut instruire nos filles. Il faut les pousser à avoir des métiers. Si elles ne sont pas universitaires, au moins qu'elles soient diplômées de quelque chose. C'est ça qui va nous aider à avancer, à réclamer nos droits, à nous battre pour les avoir. Donc, je vous dirais que je suis de tout cœur, que je fais d'office, comme on dit, autoproclamé partie du forum, que je ferai en sorte que nous avancions ensemble. Je suis de tout cœur avec vous. Tout ce que je pourrais faire comme accompagnement, je le ferai. Auparavant, à la Cour constitutionnelle, tout comme au ministère de la Justice, ces élus du peuple ont présenté le fondement de leur combat, conformément à l'article 8 de la Constitution qui stipule que tous les hommes sont égaux devant la loi. Elle souhaite pour une fois que la parité soit respectée. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe déjà dans les textes et tout. Pourquoi en Guinée ça existe dans les textes? Donc on peut aller jusqu'à 58 jusqu'à maintenant.
Il n'y a pas eu d'égalité. On sait bien que l'égalité à 100% n'existe pas. Donc on aspire vers l'égalité. Mais si on croise les bras, ça ne va jamais arriver. Moi, je vous encourage. En tout cas, continuez ce combat. Parce que ne comptez pas sur les hommes à le faire à votre place. Toutes les études les plus récentes ont démontré que la place de la femme aujourd'hui, dans la production des biens et services, dans nos sociétés, dans l'éducation, sa participation, j'avoue 80% aujourd'hui, celles qui tiennent les foyers, celles qui font tout. Donc, moi je crois que c'est une question d'organisation interne. Les mêmes messages sont livrés au ministère de l'Action sociale et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation. Désormais, ces femmes ne veulent plus être manipulées pour des intérêts politiques ou d'autres considérations. D'une seule fois, elles comptent mener la bataille pour l'émancipation de la femme guinéenne. La deuxième phase de l'opération d'identification biométrique a démarré ce vendredi. Plus de 80 000 fonctionnaires sont concernés. Une opération qui va permettre d'assainir le fichier de l'administration et maîtriser la masse salariale des agents de la fonction publique. Baba Kouyaté pour plus de détails. Les opérations d'enrôlement biométrique additionnelles ont démarré ce matin à Conakry. Au ministère de la fonction publique, les 3 catégories de fonctionnaires sont fortement mobilisées. Il s'agit des fonctionnaires en attente d'enrôlement, des contractuels temporaires de l'État et des pensionnés. Cette opération consiste à la prise de la photo et des empreintes. Saliou Diallo est le premier enrôlé du jour. Il reçoit son récépissé des mains du ministre en charge de la fonction publique. Donc j'ai pris le bon Dieu avant tout que tout ça passe dans de très bonnes conditions. Donc j'invite les agents non enrôlés encore de venir ici à la fonction publique et dans les autres services pour se faire enrôler. Les agents recenseurs entament ainsi l'enrôlement biométrique au compte de la capitale Conakry. À partir du 15 novembre prochain, l'étape de l'intérieur du pays va débuter. Au total, plus de 86 000 agents sont concernés. On a 55 222 au compte des pensionnés, 12 232 contractuels temporaires et 18 695 fonctionnaires en attente d'enrôlement. Mais cette fois-ci, la spécificité, c'est qu'on a élargi l'opération aux contractuels temporaires de l'État et aux pensionnés. Donc, en plus des fonctionnaires qui n'ont pas eu la chance d'être enrôlés lors de la première phase, dont les cas ont été examinés et jugés conformes. L'opération de l'identification biométrique de 2014 a permis à l'État de geler plus de 30 milliards de francs guinéens. Ce montant a servi à financer cette phase additionnelle. Nous passons à la phase d'enrôlement et je voudrais, au nom du gouvernement, encourager toutes les équipes qui vont aller sur le terrain de faire avec doigté, courtoisie et munitie le travail qui les est confié. Ensuite, inviter les personnes intéressées, les différentes catégories, fonctionnaires, pensionnés, contractuels, à tout mettre en œuvre pour se faire enrôler, pour éviter demain des déboires. Depuis 2014, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la fonction publique, s'est lancé le défi d'assainir le fichier général de l'administration publique et par ricochet la maîtrise de la masse salariale. La première opération d'enrôlement biométrique a permis de retirer du fichier des milliers de doublons et de fictifs. Pour booster les compétences et encourager l'émulation entre les filles, 50 lauréates des 3 départements en charge de l'éducation sont encouragées. Elles bénéficient chacune d'un ordinateur et d'1 million de francs guinéens, un geste du ministère de l'Action sociale, de celui de l'Éducation nationale et de la commission de la CEDEAO en Guinée. Reportage Amadou Touré. Un ordinateur portatif plus 1 million de francs guinéens, c'est le prix accordé à chacune des lauréates des régions administratives de Farana, Kankan et Zérékoré. Il s'agit des filles qui se sont distinguées à travers les moyennes obtenues au baccalauréat unique session 2017 et lors des différents passages en classe supérieure au niveau de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur. Elles sont au nombre de 20 pour les 3 régions administratives, toutes issues des milieux défavorisés. J'encourage aussi les autres filles
à faire de même que nous. Moi, mon secret est que j'ai bossé, j'ai révisé et j'ai été exemplaire. Je respectais mes enseignants et avec tout ça, j'étudiais malgré les moyens n'étaient pas là. Je suis aussi contente de ma mère parce que mon père n'est plus là. C'est la maman qui prend soin de moi. Ce prix premier du genre à l'intérieur du pays vise à booster les compétences féminines et encourager le maintien des filles à l'école, surtout en zone rurale. Il y a des filles qui ont été sélectionnées, mais le papa est économiste, directeur habitat, donc elles ont été éliminées parce qu'on se dit ces filles-là sont entourées de moyens pour les permettre d'être performantes. Quand j'ai vu les filles de Kirwane et de Mandiana recevoir le crédit, j'ai dit que l'espoir est permis. Imaginez que l'unique fille qui est venue de Mandiana, tout Mandiana sait aujourd'hui qu'il y a une fille qui est lauréate. Tout Mandiana sait que la fille là est en déplacement et que la fille là vient d'une famille défavorisée, la fille d'un cultivateur qui vient au nom d'une préfecture pour prendre un tel prix. Je pense que c'est le sens symbolique là qui a son impact. Et vous avez vu, les filles, les élèves qui sont dans la salle ont dans leur esprit aujourd'hui qu'il y a un prix pour les mères filles et je pense qu'elles vont s'inscrire dans cette logique là. Sur le plan national, elles sont 50 filles à bénéficier du prix. Une initiative des services genre et équité des départements de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'action sociale et de la promotion féminine et le ministère du plan et de la coopération internationale. Espace santé, tout d'abord en région forestière, le centre de santé de Madina à Guéguédou obtient une 2e étoile. C'est en récompense aux efforts consentis dans les soins néonatals, la planification familiale et la prévention des infections. Cet établissement devient ainsi le premier centre de santé du pays à décrocher une étoile pour la 2e fois consécutive. Le récit de Sori de Kera. À 6 mois de grossesse, Kumba Odette Leno vient consulter pour la 2e fois consécutive. Comme Kumba, elles sont chaque mois environ 135 femmes qui font leur consultation prénatale au centre de santé de Madina dans la commune urbaine de Guéguédou. 75 autres choisissent une méthode de planification familiale dans ce centre. Les services sont offerts dans des conditions d'hygiène jugées satisfaisantes par le ministère de la Santé et ses partenaires. Le centre décroche sa 2e étoile de récompense en l'espace de 5 ans. Le taux d'utilisation des services a évolué du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2017 comme suit. Consultation des femmes enceintes de 93 à 98%. Vaccination des enfants de 94 à 99%. Planification familiale de 28% à 46%. Pas de décès maternel enregistré au niveau du centre de santé. La performance globale pour la 2e étoile du centre de santé de Madina est estimée à 90% contre 87% pour la 1re étoile. L'exploit résulte de la franche collaboration entre les services de santé et la collectivité dans la gestion de la structure. Il est facile d'être premier, mais il est difficile de le maintenir. Donc le centre de santé de Madina fera tout pour vraiment maintenir ces acquis que vous nous avez donnés. Dans les vaccinations, on sort avec eux pour la sensibilisation, pour que les gens comprennent. Tous les chefs de quartier le sachent que vraiment la santé, ce n'est pas la santé seulement, mais c'est aussi l'avenir de la population. L'approche d'amélioration de la qualité des services basée sur les standards de performance est initiée pour créer une saine émulation entre les structures sanitaires du pays. De par ces résultats, elle est considérée aujourd'hui comme le meilleur outil d'évaluation pour le ministère de la Santé. Je voudrais demander à la direction préfectorale de la santé de Guéguédou et à la préfecture de Guéguédou de continuer les efforts d'encadrement des structures sanitaires de leur circonscription pour réaliser des performances au niveau des autres structures. Depuis 2009, 36 hôpitaux et 47 centres de santé du pays ont bénéficié de cet accompagnement du projet HSD. À ce jour, les hôpitaux régionaux de Zérékoré, Kankan et le centre de santé de Madina dans la commune urbaine de Guéguédou sont les seules structures du pays à recevoir la 2e étoile de récompense. Ici à Ratouma, les structures de soins privés intègrent en leur sein les services de vaccination de routine. La stratégie vise à augmenter le taux d'enfants vaccinés dans cette commune. C'est une action du ministère de la Santé et ses partenaires dans la relance de la vaccination de routine. Hadia Toubari.
Ratoma est l'un des 7 districts sanitaires du pays n'ayant pas atteint les performances requises en matière de vaccination de routine. Dans cette commune, sur 28 600 enfants, seulement 5 992 ont reçu le pentavalent 3. Une combinaison de 5 vaccins qui préviennent des pathologies comme la tuberculose et le tétanos chez les tout-petits. Ces vaccins sont uniquement disponibles dans 10 centres de santé publics de la commune. Ce faible taux de couverture vaccinale dans la commune de Ratoma s'explique par la non-implication des centres de santé privés dans l'offre des services de vaccination. Ratoma est avec les structures qui ont une couverture vaccinale faible. Et cela a été dit dans les discours. Simplement, la couverture géographique en structure sanitaire n'est pas dans les normes, est encore faible. Donc, pour corriger cette situation, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui avec le privé. Nous voulons mettre le privé dans toutes nos activités de routine, principalement la vaccination. Dans ce district sanitaire de Ratoma, 221 établissements de soins privés à caractère confessionnel et associatif sont répertoriés. L'intégration du programme élargi de vaccination de routine au sein de leurs prestations est l'une des stratégies envisagées. Toutes les structures qui ont été invitées par la direction de la santé de la ville de Conakry, d'abord sont des structures qui ont un agrément. Ça, c'est le premier critère de collaboration, parce qu'on ne peut pas intervenir dans une structure qui n'est pas agréée. Mais aussi d'autres critères, c'est même la fonctionnalité de la structure. Est-ce qu'il y a du personnel? Est-ce qu'il y a un minimum requis pour pouvoir offrir des services de vaccination? Est-ce que la structure est fréquentée? Donc il y a tous ces éléments qu'on a mis ensemble pour identifier et inviter des structures qui vont travailler avec nous. C'est vraiment de nous mettre, comme prévu là, au même pied d'égalité que les centres de santé du public. Si nous recevons, nous aussi, les mêmes dotations que ces centres-là, rien ne nous fera vraiment échouer ou bien partir dans une autre direction, sinon que la direction prévue. Aujourd'hui, les autorités sanitaires placent la collaboration publique-privée parmi les moyens d'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Comme à Ratoma, la politique est déjà entamée au niveau des districts sanitaires du pays. De quoi rehausser la courbe de vaccination des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer dans cette commune de Ratoma. Le Royaume des Pays-Bas entend apporter son expertise dans le domaine de l'élevage en Guinée. Une mission de travail séjourne actuellement à Conakry. Elle a rencontré certains acteurs du secteur pour débattre des questions. Elle compte améliorer la chaîne de médicaments et approvisionner le marché en produits de qualité. Kadiatou Chérif Faidara, Ousmane Kobele Keita. Deuxième activité du monde rural, l'élevage apporte plus de 20% à l'économie nationale et 60% des maladies humaines sont d'origine animale, d'où l'importance de bien former et équiper les acteurs de la chaîne de médicaments et approvisionner le marché en produits vétérinaires de qualité. Il y a beaucoup de faux produits dans le marché, plus de 60-70% de ce que vous trouvez en produits vétérinaires en Guinée sont de faux produits. Donc d'abord, on veut faire venir les bons produits et on veut expliquer à la clientèle comment utiliser les produits, comment appliquer les bonnes manières pour la bonne gestion vétérinaire dans leur ferme et donc pour avoir des animaux, pour avoir des œufs qui sont de meilleure qualité. Cette rencontre qui regroupe les acteurs du secteur de l'élevage a permis de faire le diagnostic de la production animale en Guinée. Il se résume aux problèmes respiratoires pour les volailles et digestifs du côté des ruminants. C'est des gens qui quittent dans les villages, ils viennent, j'ai eu des problèmes. Donc il faut que vous me vendez ça parce que mon vétérinaire a l'habitude d'envoyer ça. On ne sait pas à quelle sorte de dose qu'il utilise les produits. Il n'y a pas de diagnostic préalable qui est là. Donc c'est des estimations, ils viennent, ils disent vraiment mon ami a utilisé ça, il faut que je dise ça. Ainsi,
Un partenariat plus fécond sera scellé entre le groupe Salam Baldé et le laboratoire Alpha Sam. Un engagement qui devrait permettre à la Guinée de se doter de médicaments de qualité et améliorer le rendement dans la production animale. Autre titre de l'actualité, 130 tonnes de poissons pour la consommation locale. C'est un bateau pavillon espagnol qui vient de débarquer ses produits halieutiques. La cargaison a été livrée ce matin aux mareyeuses sous la supervision du ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Elhaji Ayassila. Sur le quai de pêche du port autonome de Conakry, elles étaient une centaine de femmes mareyeuses à assister au débarquement de cette importante quantité de poissons. Ce navire, battant pavillon espagnol, est le premier bateau de pêche européen venu débarquer le poisson après la levée de sanctions de la Guinée sur la liste noire européenne. Et c'est la société Boukmar Pêche de Balia Magasuba qui accueille cette cargaison de 130 tonnes de poissons. Elle est destinée à la consommation locale. Ce bateau est le premier à venir débarquer le poisson. Vous savez, la Guinée n'était pas en bon terme avec l'Union européenne dans ce domaine. Mais cela est du passé. Pour le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, cette cérémonie est le couronnement de plusieurs efforts de redressement du secteur afin de redorer son lustre d'antan. Avec l'Union européenne, nous commençons de très bons rapports. De très bons rapports parce qu'en 2007, cette coopération sur ce volet pêche avait été gelée. Mais aujourd'hui, avec la sortie de notre pays du carton rouge, avec ce carton vert, comme je le disais tout à l'heure, avec l'effort personnel de Monsieur le Président de la République, nous pouvons prochainement accéder au marché de l'Union européenne. Et là, c'est le premier pas. Ce premier pas, c'est quoi? C'est le premier bateau depuis 2007 qui accoste ici, dans nos eaux, ici au port. Donc, c'est une fierté pour nous. En marge de cette cérémonie de débarquement de poissons, le ministre de la Pêche a visité les différents services portuaires. Ces services ont été identifiés et inscrits pendant les États généraux de la pêche comme priorité en matière de restructuration et d'équipement. Direction Beaune, où se tient la COP23, là-bas la délégation guinéenne multiplie rencontres d'échanges avec divers ONG et organismes comme le Fonds vert climat. Les experts guinéens animent aussi des débats scientifiques pour parler de la situation environnementale en Guinée. Depuis Beaune, Mamadou Alpha Baldé. Suffisamment représentée à la COP23, la délégation guinéenne participe à de nombreuses rencontres d'échanges scientifiques sur les changements climatiques pour évoquer le cas guinéen. Ici, au pavillon de la francophonie, des experts guinéens s'expriment. Le professeur Sely parle du renforcement de la résilience et de l'adaptation des communautés côtières guinéennes au changement climatique. Dans la même salle, la communication du colonel Oularé, elle, est orientée sur les aires marines protégées et de l'économie bleue. Dans le jargon international actuellement, au sens que l'économie bleue comprend l'ensemble des activités menées autour des cours d'eau, qu'il s'agisse des cours d'eau douce, qu'il s'agisse des océans ou des mers. Il s'agit pratiquement d'un ensemble d'activités qui sont menées. Et les aires marines protégées constituent un élément très porteur de l'économie bleue, au sens que les aires marines protégées sont destinées à protéger des espèces, des habitats et des paysages. Les espèces, les habitats et les paysages produisent à la fois des biens et des services. À l'échelle nationale en Guinée, nous avons un sous-système d'aires protégées des écosystèmes côtiers, marins et insulaires qui comprennent 6 sites, dont actuellement 3 seulement sont placés sous gestion conservatoire. Il faut savoir quelles sont les zones climatiques qui vont subir l'effet du changement climatique. Quelles sont les activités qu'il faut mener dans ces zones. Toute la zone côtière guinéenne est vulnérable. Nous avons 300 km de côte. Le projet ne s'est intéressé qu'à 4 zones pilotes. Nous sommes le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, avec l'appui du PNUD, est en train de monter un projet pour soumettre au Fonds vert climat pour une enveloppe de 50 millions de dollars.
Au pavillon Guinée, les échanges se multiplient et les rencontres s'enchaînent. En image des représentants du Fonds vert climat. Les débats portent sur l'opérationnalisation de ce fonds en Guinée. D'abord, vous savez que le Fonds vert, c'est l'outil de mise en œuvre c'est l'outil de financement en fait de mise en œuvre des engagements pris par les différents pays lors de l'accord de Paris. Donc avoir une visite des responsables de ce fonds vert est très important pour nos pays et c'est une opportunité pour nous à saisir afin que l'on puisse aller vite dans l'obtention de ces financements. Avant la fin des travaux, les missionnaires guinéens comptent rencontrer le maximum d'institutions et d'ONG possibles en vue d'optimiser les chances de financement des différents projets environnementaux guinéens. Ici à Conakry, la Guinée élabore sa feuille de route pour les objectifs du développement durable. L'eau, l'hygiène et assainissement sont les volets touchés par les ODD 6. L'accès des Guinéens à une eau potable de qualité est l'objectif numéro 1 de ce programme. Mohamed Sankon. Eau, hygiène et assainissement constituent le point 6 des objectifs du développement durable ODD 6. Ils ont été adoptés en 2015 pour combler les insuffisances des objectifs du millénaire pour le développement. La Guinée s'inscrit dans la dynamique de l'élaboration de sa feuille de route. Les OMD se focalisaient beaucoup plus sur l'accès et sur la disponibilité. L'accès, pas dans la maison, alors que les ODD aujourd'hui, il faudrait que ce soit accessible dans la maison à tout moment, mais que ça soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il y ait une eau sécurisée. Ensuite, qu'il y ait un assainissement sécurisé. Ça veut dire qu'il faut créer aussi la durabilité des infrastructures qui sont mises en place. Tous les résultats des objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas été atteints. 82% des Guinéens ont accès à l'eau et 52,4% à l'hygiène et à l'assainissement. La nouvelle feuille de route tient compte de toutes les stratégies et des programmes en cours d'exécution. Au-delà de cette feuille de route qui vise l'appropriation de l'intégration de l'ODD 6 dans les politiques et stratégies de développement en Guinée, nous sommes disposés à vous accompagner en vue de traduire les engagements internationaux pris par la Guinée en actions concrètes et qui contribueront ainsi à l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen guinéen. Avec la nouvelle feuille de route, la Guinée pourrait présenter un bilan élogieux des ODD, objectifs de développement durable en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. En plus bref et en image, cet incendie qui s'est déclaré hier dans une partie du grand dépôt de carburant au cœur de Kaloum. 3 morts et plusieurs blessés graves. Selon nos premières informations, l'incendie serait parti d'une dispute entre protagonistes pendant le vol de carburant. Nous y reviendrons plus en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec notre reporter Alpha Isiagaba. Fini la compétition sportive de Dinguiraye devant un public bon enfant. Les 7 sous-préfectures et le chef-lieu se sont affrontés dans un esprit de fair play, initiative du préfet de Dinguiraye en reconnaissance aux actions du président de la République en faveur de la localité. Habib Thiam, de retour de la Cité Sainte. C'est le couronnement de 3 semaines de mobilisation sportive au stade préfectoral de Dinguiraye. Banora et Kalinko sont les 2 finalistes de ce tournoi dédié au chef de l'État. L'initiative est avant tout celle du renforcement du tissu social dans la cité sainte d'El Hadj Oumar Tall. La population de Dinguiraye a vu ce que c'est que la paix et la mobilisation que je vois ce soir a vraiment concrétisé cela. C'est des mots de satisfaction, des mots pour prouver encore de plus que
la Guinée est unie et indivisible. Au nombre des spectateurs, les autorités en charge des sports. Sous leur regard critique, FC Kalinko finit par s'incliner sur le score de 2-1 face à la formation de Banora à maillot jaune. C'est ma 4e fois d'être à Dinguiraï. Je n'ai jamais vu une telle mobilisation. Ensuite, le niveau des deux équipes, le niveau est élevé. Parce que j'ai assisté à beaucoup de matchs de football. Mais on ne peut pas imaginer que c'est des représentants des sous-préfectures qui jouent. Ce talent sportif est suscité par les autorités préfectorales. Soucieux du développement de Dinguiraï, l'exécutif et les sages partagent également les projets de développement du chef de l'État. Les tournois, c'est une façon d'être reconnaissant à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés au niveau de la préfecture. Et ça ne fait même pas longtemps depuis que Madame la ministre des Travaux publics est venue lancer le travaux, la route Seluma-Kalinko. Et aujourd'hui, nous avons procédé aussi au lancement de la route Lansana-Gagnikali. Tout ça là, c'est les œuvres du chef de l'État. À la Grande Mosquée, des vœux de réussite du chef de l'État et du développement de la Guinée sont formulés pour la circonstance. Cette mobilisation était une mobilisation de taille qu'on n'en avait jamais vécue à Dinguiraï. Pour dire au président de la République, Dinguiraï dit oui au professeur Alpha Condé. Et oui pour le développement, oui pour la paix. Promesse est faite de renforcer ce climat de fraternité à Dinguiraï, une des préfectures les plus intégrées et cosmopolites de la Guinée. Enfin, l'an 32 de l'émission Papier, Plume, Parole de la télévision nationale. L'événement a pris fin ce vendredi. Durant 3 jours, écrivains, éditeurs, journalistes et étudiants se sont retrouvés pour donner un souffle au livre pour ce 3e jour. Hommage a été rendu à Limou Kamara, professeur et écrivain qui a tiré sa révérence. Il était venu prendre part à cet anniversaire qui a regroupé des écrivains venus du monde entier. Safia Toukonde. C'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah. Édition du Forum Meddi. Les travaux ouvrent leurs portes ce mercredi 8 novembre 2017 à Tanger, sous le thème de la défiance au défi.